Quatrième partie de la conférence publique du 25 septembre 2025, organisée par le Watar, en présence de son grand maître général Thomas de Nicourt, sur le thème « Un art du vivre ensemble ». Et toute cette réflexion, cet espace de réflexion, je le trouve intéressant parce qu'il attaque aussi la logique de la fake news. Il y a cette idée de ne pas forcément digérer, prendre pour acquis ce que l'on m'a donné, mais de s'interroger aussi, de se réinterroger sur les éléments. Et puis le fameux « avoir raison, j'ai raison ». Oui, je suis complètement exhaustif et personne ne va rien avoir à dire sur le sujet que j'allais t'amener à traiter. Bah tiens, est-ce que tu as si raison que ça? Oh, quand on s'est pris une bonne claque comme ça fait du bien. La maçonnerie, c'est aussi un espace de quête de sens. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on pratique des rites. Et les rites sont des supports à réflexion. Et ce sont des choses, quand on les regarde, quand on les interroge, pourquoi on fait des choses comme ça? Pourquoi on les fait dans ce sens-là? Pourquoi tel mot plutôt que tel autre? Tiens, pourquoi ici, c'est pas comme tout à l'heure? On se pose tout un tas de questions. Mais ça nous permet aussi, du coup, de poser la question du sens, du pourquoi. Et là encore, dans une pensée analogique, on est déformés, nous les maçons. Quand on arrive à l'extérieur, tout devient interrogeable. Et on se pose la question du sens de chaque chose. Ça devient délirant. Alors les rites, en maçonnerie, je le disais, il y en a beaucoup, qui portent des noms extraordinaires. Le rite écossais ancien et accepté, le rite écossais rectifié, le rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm, le rite opératif de Salomon. Des noms extraordinaires, des noms empreints d'un imaginaire, en tous les cas ça fait réfléchir, c'est beau, wow. Et c'est un héritage que la maçonnerie a récupéré. Et qui derrière va traduire plusieurs façons de mettre en œuvre, de voir plusieurs phrases, d'avoir plusieurs groupes, d'avoir plusieurs gestes, plusieurs façons de pratiquer des rites différents, toujours en tous les cas autour d'un corpus symbolique qui est celui de la pierre. Parce que, eh bien, c'est un peu nos origines. Là, on est des francs-maçons, certes spéculatifs, mais on s'invente nos origines. Et on s'invente des origines dans la tradition de la pierre. Les fameux bâtisseurs du Moyen-Âge, dont on a même pensé longtemps qu'il y avait une filiation directe entre la franc-maçonnerie spéculative et ces bâtisseurs de Moyen-Âge. Ce que l'histoire aujourd'hui démonte, mais voilà, en tous les cas, on l'a imaginé longtemps. Mais c'est pas grave, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. L'important, c'est d'avoir une référence imaginaire, de savoir, de se donner des ancêtres prestigieux quelque part. Mais ces 10 ancêtres prestigieux, d'ailleurs, ces fameux bâtisseurs du Moyen-Âge eux-mêmes avaient leur légende. Ils faisaient remonter, figurez-vous, la maçonnerie, leur art de bâtir, à Adam et Ève. Parce que figurez-vous qu'au paradis, Adam et Ève étaient des francs-maçons. C'est vrai, des opératifs, ceux qui bâtissaient. Et donc ils ont transmis leurs connaissances, eh bien, à leurs enfants, Carin et Abel, et puis par filiation, jusqu'à Tubal-Cain, puis après c'est passé par Enoch, puis après ça devient un peu délirant, la filiation que se donnent les anciens bâtisseurs de cathédrales. On arrive on passe par Pythagore, on passe par Euclide, on passe par une filiation complètement imaginaire, en passant par Salomon, Charles Martel, qui arrive à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais on a Charles Martel dans cette histoire. Voilà. Et donc, eux se sont inventés cette origine-là, cette origine légendaire. C'est important, toute société, quelque part, a sa légende, fonde sa légende pour faire corps et pour faire société. Mais là aussi, c'est aussi une façon, je pense, de cultiver le vivre ensemble. On partage une origine aussi mythique, mythologique qu'elle soit, commune. Des mythes en maçonnerie, il y en a beaucoup. Je parlais des origines, des histoires des origines, mais des mythes, il y en a un paquet aussi. La maçonnerie est un aspirateur à tout ce qui a pu faire des mythes. On va parler d'alchimie, on va parler d'hermétisme, on va parler de chevalerie, on va parler de sacerdoce, on va parler de cabale, on va parler de tous ces trucs-là, complètement de façon spéculative, j'entends bien, on va pas nous transmettre, changer du plomb en or, c'est pas ça l'idée. Mais voilà, la maçonnerie, c'est le réceptacle de toutes ces traditions-là et nourrit notre réflexion, nous sert de support en fait à analyser, à comprendre, à essayer de comprendre un peu mieux le monde et son fonctionnement. Et à côté de ça, il y a ces mythes et il y a la recherche de la connaissance, la recherche de la vérité. Je le disais un petit peu tout à l'heure, ça pourrait presque paraître contradictoire entre mythe et vérité, mais comment on organise et comment on harmonie tout ça. Et même ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, voilà un terme qui peut porter à l'imaginaire, et en même temps, quand on retourne, ça fait ratio en anagramme. Ratio, donc la raison. Donc
on est à chaque fois en permanence entre laisser sa pensée vagabonder et en même temps garder les pieds sur terre. Et enfin, et pour moi c'est très important dans le sens, dans l'idée d'essayer de mettre du sens, en maçonnerie, on vante, on essaye en tout cas vraiment d'incarner une logique de transmission. Alors, vu le bagage qu'il y a au-dessus de mythes, de machins qu'on a digérés, c'est un peu comme un repas extrêmement copieux, extrêmement riche. Là derrière, il faut le digérer. Et donc pour le digérer, eh bien, on a besoin de gens qui sont capables de nous expliquer ce qui se cache derrière. D'où cette idée de transmission. Moi, il y en a qui m'ont expliqué, et bien du coup, je vais donner au suivant, réexpliquer au suivant ce que moi j'ai compris. La maçonnerie, j'aime bien dire qu'elle fonctionne sur il y a 3 grands types de transmission, en fait. Cette transmission un petit peu professorale, un petit peu doctorale, où je vais expliquer les choses, bah, un peu, voilà, il y a des cahiers, il y a pas des cours, mais enfin, c'est l'idée, en tous les cas, d'avoir un échange de sachants, d'anciens, à plus jeunes. Et puis, il y a aussi de la transmission par l'action. Il y a des choses que je vais faire. Et progressivement, en les faisant, je me rends compte qu'elles prennent du sens. Et ce que je fais me fait, d'une certaine façon. Ça me déforme aussi, ou ça me forme. Réaliser les choses, c'est tout de suite, c'est pas la même chose. On prend en main, on incorpore les choses de façon différente. Et puis, un troisième type de transmission que j'aime bien évoquer, mais qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus flou, beaucoup plus subtil peut-être à capter, j'appelle ça la transmission par infusion. Si vous êtes un jour initié maçon, vous allez vous asseoir dans un monde où vous n'allez rien comprendre. Mais progressivement, soir après soir, tenue après tenue, les choses vont s'ordonner un peu dans votre tête. C'est ça qui est bizarre. On ne saurait pas forcément bien l'expliquer, mais pour autant, ça finit par faire sens. Et quand tout d'un coup quelque chose se fait mal, vous voyez tout de suite, alors que pour autant, c'est pas encore structuré dans votre tête, c'est bizarre. C'est cette infusion-là, progressive, lente, et qui prend. Et peut-être que c'est la principale source de transmission de la maçonnerie. Et c'est en pratiquant qu'on l'acquiert. Donc voilà, quête de sens. Et aussi, qui dit quête de sens, ce plus nous amène tout de suite à se poser aussi la question de la spiritualité. Et ce mot spiritualité est un mot un peu complexe, je trouve, assez valise, derrière lequel on a tous une définition. Je pense que si on faisait le tour de tout le monde sur les chaises et que je vous posais la question c'est quoi pour vous la spiritualité, on aurait autant de réponses différentes qu'il y a de personnes, ou pas. En tous les cas, de façon assez caricaturale, entre une vision peut-être transcendantale ou immanente, entre une spiritualité tournée vers un divin, ou, comme le dirait Frédéric Lenoir, plutôt dans une version plus intériorisée de la spiritualité, c'est plutôt ma façon de la voir, mais chacun sa vision là-dessus. En tous les cas, la maçonnerie répond aussi à ce besoin-là. Il n'y a pas, l'homme est fait de chair et d'esprit. Pendant longtemps, on avait une religion très présente qui s'occupait de l'esprit, et maintenant qu'on a cette perte du religieux, la spiritualité est un petit peu abandonnée. Et pourtant, elle crie. Il n'y a qu'à voir les sectes qui poussent un peu partout. Je pense que c'est aussi une réponse que les gens se trouvent pour essayer de nourrir leur esprit. En tous les cas, pour moi, la maçonnerie répond à ce besoin, parce que ça m'offre un espace de respiration. Mettre une dimension de sacré, le mot est aussi très compliqué, mais ça me donne un espace de respiration, ça me donne un espace d'attention aux choses. Un espace de respiration, mais ça veut dire aussi que c'est un endroit où on a le droit de dire des conneries. C'est un endroit où une chose, une parole n'est pas obligée d'être pleine de sens, profond. J'ai le droit de me lâcher. Un espace de tolérance. Et ça se décline de plein de façons. Je respecte la personne qui va avoir un avis différent du mien, mais qui n'aura pas tort pour autant. Un espace où, précisément, la différence est enrichissante. Donc ça cultive la tolérance. Un espace où on va se poser des questions sur nos valeurs. Je le disais tout à l'heure en phase introductive, mais quand est-ce que c'est la dernière fois que vous vous êtes posé la question de vos valeurs? Qu'est-ce qui est pour vous un landmark, une étape importante, quelque chose qui est inamovible, au-delà duquel vous n'irez pas, et qui peut évoluer dans le temps, là encore. Vous avez le droit de bouger dans vos valeurs, parce que l'expérience de la vie vous aura montré que. Mais il faut se poser ces questions-là. L'une des problèmes, certainement, je pense, du mal-être que l'on peut avoir parfois, c'est qu'on est tenu, on est contraint, ou on réalise des actions dans le monde, plutôt au sens éthique, qui finalement sont contraires à nos valeurs. Mais si on ne les a pas formalisées, c'est compliqué de savoir si elles sont oui ou non contraires à nos valeurs. Donc réaligner nos valeurs et nos actions.
Je pense que ça aussi, la maçonnerie nous offre ce temps-là. C'est le temps qu'on s'offre à nous-mêmes et que la maçonnerie nous renvoie. Sacré et spiritualité, j'ai évoqué tout à l'heure, le sacré. C'est un mot là aussi compliqué, mais il y a du sacré partout. Le sacré ne veut pas dire religieux. Comment il s'appelait ce penseur-là? Je cherche son nom, je l'ai oublié. Qui raconte qu'il était dans les années 80 et il va en Russie. Et il va se promener sur la place rouge. Et puis nonchalamment, il allume un cigario. Et il voit 2 gardes russes qui lui tombent dessus en lui interdisant de fumer. Parce qu'on ne fume pas, non pas sur la place rouge, on ne fume pas devant le tombeau de Lénine. Même en Russie, il y a une forme de sacré. On ne fume pas devant le tombeau de Lénine. C'est quelque part, parce que c'est une profanation, mais s'il y a profanation, c'est qu'il y a bien sacralisation. Donc il y a du sacré partout, y compris de façon laïque. C'est André Comte-Sponville qui parle de ça, de cette spiritualité laïque ou de sa sacrée laïque. Et enfin, mais c'est un peu inhérent à tout le propos que j'évoque depuis tout à l'heure, il y a cette grande quête de soi. C'est de mieux se comprendre, que ce soit sur nos valeurs, que ce soit dans le comportement. L'un des intérêts de la maçonnerie, c'est que les autres qui sont là, d'abord ils sont hyper bienveillants, fondamentalement, et ils nous font assez miroir de ce que l'on est. Ça nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes. Et c'est important cet espace-là de bienveillance, parce que ça permet aussi de nous dévoiler un peu plus facilement nous-mêmes, d'oser être nous-mêmes, et quelque part que les autres, avec énormément de bienveillance, nous renvoient aussi ça, nous permettent de mieux nous comprendre. Alors, j'arrive à la fin, je vous rassure, je sais plus bavard. Non, j'ai bien conscience que c'est de brosser un peu le pays des bisounours en disant ça. Je suis pas angélique, ça s'engueule en maçonnerie. Pourquoi il y a 250 à 300 familles maçonniques? Beaucoup parce que, voilà, puisque t'es comme ça, moi je vais faire ma maçonnerie ailleurs. Beaucoup. Donc ça s'engueule, bah ouais. C'est malgré tout, si l'idéal maçonnique est beau, ça reste des êtres humains. Heureusement, peut-être d'une certaine façon. Donc pas d'angélisme, mais ce qui est important pour moi, c'est que finalement, cette approche de la maçonnerie, c'est pas tellement une baguette magique que j'utilise et qui fait que, ben oui, on aura un vivre ensemble qui sera plus intéressant, mais c'est un regard progressif que l'on change sur le monde. On s'interroge, et quelque part, c'est plutôt la question de la paire de lunettes que je vais mettre pour ausculter et regarder le monde. Finalement, qu'est-ce que je vais accepter de voir? Comment je regarde les choses? Est-ce que je vais les voir côté pile ou est-ce que je vais voir côté face? Verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Une parole qu'on attribue au Dalai Lama. Ben, on attribue beaucoup de choses au Dalai Lama, donc on ne sait pas. Il faudrait que j'aille vérifier, faire du fast-checking là-dessus, mais avec de la mauvaise volonté, il y a toujours un problème, et avec de la bonne volonté, il y a toujours une solution. Je suis très convaincu de ça. Comment je vais regarder les choses? Comment je vais accepter les voisins à côté qui font du bruit? Quelle paire de lunettes je vais chausser? Alors j'ai aussi l'espoir que, en étant maçon, en pratiquant ma maçonnerie tous les jours et en projetant du coup à l'extérieur de ma maçonnerie tout ce que, dans le monde de dehors, tout ce que la maçonnerie m'aura permis de développer, d'attitudes, de comportements réguliers, j'ai l'espoir que ça fasse un peu boule de neige. Que finalement, un peu comme je vous le racontais tout à l'heure en réunion, les gens se disent j'aime bien travailler avec toi, c'est sympa parce que voilà, on arrive à échanger, on ne se coupe pas, on s'entend, c'est quand même précieux. J'ai cet espoir que ça gangrène un peu positivement, en tous les cas, les choses. Et puis, l'amour. L'amour, pourquoi? J'ai absolument pas de formation de philosophe, mais par contre, vous avez pu noter combien je balance des références philosophiques, et je vais du coup en faire encore une, pour citer André Comte-Sponville. J'aime beaucoup, c'est vraiment un auteur que j'aime bien. Et André Comte-Sponville, il dit, en fait, il faudrait apprendre à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, et à aimer un peu plus. Regretter un peu moins, espérer un peu moins, et aimer un peu plus. Ça veut dire quoi? Finalement, ça me renvoie à mon slide, une des premières planches de tout à l'heure. Regretter un peu moins, ça veut dire, mais vivez moins dans le passé. Espérer un peu moins, vivez moins dans le futur. Aimer un peu plus, embrasser le présent. Vivez le moment présent, aimez le moment présent. Moi, je la trouve extraordinaire, cette phrase.
Et je pense que la maçonnerie, justement, m'aide à ça, à être plus ici et maintenant, avec vous. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je trouve, moi, en maçonnerie? J'en ai raconté beaucoup. La conclusion, c'est bien, c'est-à-dire que c'est la fin. Que trouve-t-on en maçonnerie? Je l'ai dit, des espaces de fraternité, des espaces de rencontre, des espaces de réflexion, des espaces de quête de sens, des espaces de spiritualité, des espaces où j'apprends à changer ma paire de lunettes. Plus basiquement, ça me donne un booster d'énergie incroyable. Là aussi, je pense que si on faisait le tour des maçons qui sont là, combien de fois ça vous arrive de sortir d'une tenue en étant comme ça, remonté à un bloc et incapable de dormir le soir, tellement on est ressourcé. Et puis, ça me donne un équilibre. J'ai une vie professionnelle qui est hyper remplie. Pour vous raconter 2 secondes, je travaille à Lille, j'habite à Rennes. Déjà, c'est simple. Je vous ai dit aussi, j'ai 2 enfants, 16 et 14 ans, 2 filles. Vous avez le droit de me plaindre. Mais tout ça, toute cette frénésie du monde de tous les jours, eh bien, la maçonnerie amène un contrepoids. Un monde, un contrepoids de quiétude, de moments où je peux me poser, de moments qui me fait du bien parce que je me retrouve avec moi-même. Et quelque part, je suis bien convaincu que ce temps-là m'aide à être bien meilleur dans la vie de tous les jours. Bien plus efficace. Efficace, possiblement. En tout cas, je me sens comme ça. Je me sens mieux. Je me sens plus juste, en tout cas. J'ai l'impression d'agir avec plus de justesse. Donc de l'énergie, de l'équilibre. Je vais terminer avec un petit retour sur l'audace. Vous vous souvenez, mon histoire Sapere Aude de Kant tout à l'heure, où je réfléchis avant de faire les choses, puis après j'agis, puis après j'apprends à danser dans le vide. Il y a un livre qui est de Jonathan Trooper qui est le livre de Joe. Et dans ce livre de Joe, les 2 héros, il y a Joe et puis un de ses comparses, qui discutent. Et puis Joe lui dit, tu te souviens du dessin animé de notre enfance, Bip Bip et le coyote. On parle Bip Bip et le coyote, forcément. Je me demande parce que on a Bip Bip, on a le coyote qui court là le long d'une falaise, on le voit, et puis la falaise s'arrête et lui il continue de courir. Puis tout d'un coup, il tombe. Je me demande ce qui se serait passé s'il ne s'était tout d'un coup, s'il n'avait pas regardé par terre. Parce que ce qu'il a fait qu'il est tombé, c'est qu'il a regardé par terre, il a eu peur et il est tombé. Mais s'il n'avait pas regardé par terre, s'il était resté fixé sur son objectif en face, est-ce qu'il serait tombé? Et Joe lui répond non, il ne serait pas tombé. Parce que quand on a son objectif, quand on est fixé sur lui, on avance et on n'a pas peur. Et on y va. C'est mon Sapere Aude tout à l'heure. Je réfléchis, je prends une action et j'ai pas peur parce que comme j'ai réfléchi avant, j'ai mesuré les risques. J'apprends à danser dans le vide, dans cet espace d'incertitude, mais je sais où je vais. Et je trouvais que c'était une belle façon de conclure cette présentation. Alors j'en ai une toute dernière. 2 toutes dernières. D'abord, j'espère vous avoir convaincu que la franc-maçonnerie, d'une certaine façon, est un art de vivre ensemble et une science du bonheur. Ça fait partie des textes que l'on a dans nos livres de maçons. La maçonnerie est un art de vivre et une science du bonheur. Je trouvais que c'était une façon de conclure intéressante en tous les cas, en écho à ce que je vous ai raconté. Et puis, et ça c'est vraiment très personnel, une dernière citation, et je conclue avec ça, que je dois à Goethe. Et Goethe, il nous dit « Il n'y a que 2 héritages durables que l'on peut espérer léguer à nos enfants. Il n'y a que 2 héritages durables que l'on peut espérer léguer à nos enfants, des racines et des ailes. » Et ça vient de là. C'est Goethe. Merci à tous. Merci. Alors, c'est le traditionnel moment des questions-réponses.
Donc si vous avez des remarques, des questions, n'importe quoi, écoutez, le micro peut circuler, et puis on est plusieurs maçons pour potentiellement pouvoir vous répondre. C'est pas pour moi, je veux pas parler. Non, c'est bien fait. Une question. Merci. Sur la première qui est difficile, merci. Dans votre présentation, vous avez décrit effectivement la manière dont la pratique de la franc-maçonnerie permettait d'arriver à certains résultats. Et ce qui faisait ciment un peu dans cette franc-maçonnerie, au travers des éléments que vous avez cités, de type mythologie, etc., vous êtes passé assez vite, me semble-t-il, sur les valeurs. Est-ce qu'il y a des valeurs de la franc-maçonnerie proprement dit ou pas? Est-ce qu'il y a des valeurs en franc-maçonnerie? Je vais plutôt répondre à l'envers. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont exclues de la maçonnerie? On n'y verra pas d'extrême. C'est pas un espace où l'extrême a sa place. L'extrémisme, genre. C'est vraiment le truc qui est pas compatible vraiment avec tout ce que je vous ai raconté d'une certaine façon. L'idée, c'est pour ça que je ne vais pas vous dire quelles sont les valeurs de la maçonnerie. Je ne sais pas si je pourrais dire qu'il y en a. Moi, je ne sais pas répondre à la question en tout cas. Je sais dire que c'est contraire à l'éthique maçonnique. Et en gros, il fait écho à ce que j'ai pu raconter. Et ça, c'est assez commun à l'ensemble des familles maçonniques que j'ai pu évoquer tout à l'heure. On va tous se retrouver aussi autour de ce principe-là. On peut avoir des valeurs qui sont différentes les uns les autres et qui ne s'excluent pas nécessairement, qui peuvent être tout à fait compatibles avec la maçonnerie. Je peux être de droite, je peux être de gauche, je peux être de ce que je veux. Pareil, c'est pas le sujet. Enfin, sois le bienvenu, mon frère. Voilà. Mais par contre, il y a des positions intolérables, je vais dire comme ça, pour rester très large, qui sont pas compatibles avec ce que la maçonnerie peut proposer. Je réponds mal à la question, mais c'est compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un, frère, sœur, veut apporter un autre élément de réponse à cette question délicate. Par contre, moi, elle m'a aidé à en trouver certaines. De ma place dans le monde. En tous les cas, à l'heure où on se parle, je peux dire que la maçonnerie m'a montré un chemin qui me va bien, c'est celui de la transmission. Quelque part, si je suis ici devant vous ce soir, c'est bien parce que je réponds à cette valeur-là qui est de transmettre. Il fut un temps, pas si longtemps que ça, j'aurais pu vous dire, au fond, nous on est bien tranquille entre maçons, on a une démarche pour avoir des nouveaux membres qui est très simple, je te connais, ça t'intéresse de venir chez moi, bah tiens je vais te montrer, et c'est tout. On ne faisait pas nécessairement de conférences comme ça. J'ai été un peu rattrapé par le truc parce qu'il y a un moment donné, dans le nord de la France, ils ont décidé de faire une conférence et dire bah tiens on voudrait bien que tu sois là. Je ne sais pas ce que je vais raconter, mais voilà. Et en fait j'ai vu l'impact que ça avait pour les gens qui n'étaient pas maçons. Je veux dire, de raconter ce que je pouvais vivre et de l'écho que ça avait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que j'en parle. Vous ferez votre marché, vous prendrez ou prendrez pas, vous goûterez un peu ou pas du tout. Mais je me dois d'en parler, et viscéralement. Ben, quelque part, cette transmission-là, et ce que je dis là pour la maçonnerie, du coup, c'est élargi aussi dans le monde professionnel. Mais cette transmission, voilà, ça fait partie des valeurs que j'ai décidé d'embrasser. Déjà, merci beaucoup. Merci. C'est intéressant. J'ai une question, parce que vous avez parlé tout à l'heure des jeunes, et comment c'était intéressant de commencer jeune. Et quand on est moins jeune... Il n'y a pas d'âge. Je pose la question parce que l'impression que j'ai, c'est que c'est un chemin très lent. Enfin, c'est pas mythique, mais j'ai l'impression qu'en fait, il faut s'imprégner, prendre du temps, assimiler et tout. Et finalement, quand on a un certain âge, est-ce que ça a du sens de démarrer ce chemin ? C'est une super question aussi. Pourquoi je dis que c'est intéressant de démarrer jeune ? Parce que finalement, quand on regarde l'image d'Épinal du maçon, souvent il a les cheveux gris. Souvent il est à la retraite. Une moyenne d'âge en maçonnerie, c'est... Ouais, pardon. Moi aussi, ça commence à pousser. Une moyenne d'âge chez nous, c'est quoi ? C'est 60 ans. 50,
image-là d'un maçon qui est nécessairement à la fleur de l'âge, je dis non, enfin, c'est autorisé aux jeunes. C'est ça que je veux dire. Et c'est une chance, vraiment là pour le coup je considère que c'est une chance parce que quand on a encore toute sa vie devant soi à construire, ça apporte beaucoup. Mais c'est pas parce que vous commencez tard que ça n'apporte rien. Je pense que dès le premier jour, ça apporte énormément. Mais effectivement, alors là aussi pour vous rassurer, j'ai beau avoir démarré jeune, je pense que quand je mourrai, je me dis que mince, j'avais encore tellement de choses à apprendre. On n'est jamais au bout du chemin. L'important c'est pour moi, l'important c'est de le démarrer, je pense. Merci à vous pour cette richesse de présentation. J'ai eu juste une question. Est-ce que vous pensez que justement, lorsqu'on a une expérience de riche d'humanisme, de partage avec les autres, de différentes choses, je pars du principe que j'ai besoin des autres parce que je pense, mais je me constitue avec l'échange. Donc la question, elle est, est-ce qu'effectivement, après 40 ans de chemin, ça correspond aux valeurs maçonniques sans être maçon. Donc voilà la question, est-ce qu'on peut être maçon sans être maçon? Oui, voilà. Bah oui, on peut être maçon sans être maçon d'une certaine façon. On a là aussi, c'est des termes que vous entendrez dans la culture maçonnique, on parle de maçon sans tablier, souvent des époux, des conjoints de maçons, qu'on va qualifier comme ça, parce qu'ils connaissent tout la maçonnerie sans jamais y être allés. Néanmoins, mettre un pied dans un temple maçonnique, voir le déroulé d'un rite, c'est quand même se prendre un grand coup de poing dans l'estomac. Quel que soit, je crois, le chemin que vous avez fait, ça apporte autre chose, ça apportera toujours autre chose. Une réflexion qu'on m'amène souvent, c'est de me dire, mais en fait, moi, je fais aussi beaucoup de développement personnel. Et quelque part, est-ce que, faisant du développement personnel, j'ai vraiment besoin d'une démarche maçonnique? J'en profite parce que peut-être que la question tournait et m'y fait penser. Et en fait, c'est absolument pas incompatible. Et c'est pas la même chose. C'est pas incompatible parce que si je prends par exemple le yoga, j'ai pas assez de doigts sur mes mains pour compter le nombre de profs de yoga maçons que je connais. Donc ça me voit. Profs de yoga, donc c'est des gens qui sont poussés le truc assez loin. Mais c'est complémentaire. Voire même, je pense qu'on pourrait encourager en tant que maçon à pratiquer le yoga ou la méditation, ce que l'on veut, parce que ça va complètement en fil conducteur. Mais la maçonnerie, elle est collective. Ce qui fait la grosse différence, c'est qu'on a vraiment besoin des autres pour que la maçonnerie fasse son effet. C'est l'idée que j'avais, parce que j'ai côtoyé plus de 40 000 personnes en faisant différentes choses. Mais c'est ça, cette communauté où on se constitue, ça met du temps. Parce que moi, à la base, j'étais timide, j'étais inhibé, je ne pensais pas par moi-même, et j'avais quelque chose qui brûlait ici. Et à l'âge de 24-25 ans, j'ai connu, par hasard, en faisant de l'intelligence artificielle, une dame qui était agrégée prof de lettres, qui était également maçonne. Donc, sur ma route, il y a énormément de maçons. Et cet esprit-là, il était le mien aussi. Donc, oui, donc j'ai déjà, parce que j'ai failli être initié, bon, pour différentes raisons, j'ai pas pu aller plus loin, parce qu'il y avait des grosses difficultés familiales. Mais je pense que ce que vous dites, je l'entends, et effectivement, c'est complémentaire. Mais c'est vrai que c'est spécifique. Le chemin de maçon est spécifique. Bah, soyez le bienvenu. D'autres questions, d'autres remarques, d'autres... Bonsoir, juste un témoignage pour la dame qui a demandé tout à l'heure sur la question de l'âge. Moi j'ai rejoint la maçonnerie à l'âge de 65 ans, j'en ai 70 maintenant, et je veux simplement dire, en forme de témoignage, que je vis depuis 5 ans une aventure tout à fait extraordinaire dans ma vie de retraité, qui m'apporte à la fois sur le plan de l'enrichissement personnel et sur le plan je dirais, des liens que je peux tisser avec mes frères et mes sœurs. Merci de corroborer ce que je racontais. Si il n'y a pas d'autres questions, ou si vous êtes trop timide, peut-être que les questions se libéreront autour d'un verre, si vous le souhaitez. Merci.
Merci à tous. Mon très cher frère Thomas, merci beaucoup pour cette très belle conférence. Mais maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots pour les frères et les sœurs du Ouattara? Conférence sur réenchanter le monde, je crois. Alors, conférence sur l'art du vivre ensemble. Est-ce que la maçonnerie peut aider à favoriser le vivre ensemble? J'espère en tous les cas avoir démontré que oui, elle pouvait apporter des réponses précieuses dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, dans sa démarche, à toutes les problématiques que le quotidien nous fait rencontrer et qui dégradent le vivre ensemble, qui donnent le sentiment en tous les cas de dégradation. Merci beaucoup. Merci. Merci.